Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la description d'un mouvement et la seconde loi de Newton. Alors, lorsqu'on veut étudier le mouvement d'un objet, on étudie ce qu'on appelle le système. Et pour simplifier les choses, on étudiera seulement un point du système. Et pour encore simplifier les choses, on étudiera le mouvement d'un point dont la trajectoire est la plus simple. Et c'est ce point qu'on appelle le centre de masse. Donc, regardons un exemple. Prenons le lancer d'une quille avec une vitesse initiale quelconque. On va regarder par chronophotographie la trajectoire de cette quille. Alors pour que ce soit plus clair, on va regarder différents points. Donc par exemple d'abord le point A. Dont la trajectoire est assez complexe. Le point I maintenant, à peu près au milieu de la quille. Là on s'aperçoit que la trajectoire est simplifiée. Le point B, où là la trajectoire est vraiment simplifiée. Et le point C, où de nouveau la trajectoire est un peu complexe. Et bien en fait, on va choisir la trajectoire du point B pour étudier notre système. Et ce point B, c'est ce qu'on va appeler le centre de masse. Le centre de masse ou centre de gravité G d'un système, c'est le point où se situe la position moyenne de la masse du corps. Donc ici, ce point B, ben on va l'appeler G comme gravité. Alors, pour étudier le mouvement, on le sait, vous l'avez vu déjà depuis un certain nombre d'années, il nous faut un référentiel. Le référentiel, c'est le solide de référence par rapport auquel on étudie le mouvement d'un point. Et à ce référentiel, on associe toujours deux choses, un repère d'espace qui donne la position du point et un repère de temps pour pouvoir associer une date à cette position. Pour décrire un mouvement, il faudra décrire sa trajectoire. Donc nous, en général, on a des trajectoires rectilignes, circulaires, et sinon elles sont curvilignes. Et la vitesse, si elle est accélérée, uniforme, donc c'est qu'elle est constante, ou décélérée. Et pour cela, on étudiera trois vecteurs. Le vecteur position du centre de gravité, ou le vecteur d'un point M, qu'on choisira, la vitesse de ce vecteur, et l'accélération, qui représente la variation de la vitesse. Donc étudions le mouvement d'un point M, dont la trajectoire est en bleu. Donc c'est les positions successives du point M. Donc le point M, il est défini comment? Dans un repère OIJK, on le définira par ses coordonnées, x, y, z. Vous avez vu déjà en seconde que le vecteur vitesse était défini par le vecteur déplacement, mm', entre deux positions, divisé par l'intervalle de temps entre ces positions. Et on peut voir que ce vecteur mm', en réalité, on peut l'écrire à partir du vecteur OM. Donc, c'est une variation du vecteur OM par rapport au temps. Et si ce temps devient de plus en plus petit entre les deux points, on s'approchera de ce qu'on appelle la dérivée en mathématiques. Et donc, la vitesse sera définie comme étant la dérivée de ce vecteur OM. Et pour cela, on ira prendre les dérivées de chaque coordonnée, dx sur dt, dy sur dt, dz sur dt. De la même façon, le vecteur accélération, c'est une variation du vecteur vitesse. Donc, on peut l'écrire aussi sous la forme d'une dérivée du vecteur vitesse. Et donc, à ce moment-là, on dérive les coordonnées de v. Et donc, on dérive encore une deuxième fois les coordonnées du vecteur OM. C'est pour ça qu'on a des deux, là, ici. On verra ça de plus près lorsqu'on appliquera. Alors, comment calculer les vecteurs vitesse et accélération lorsqu'on connaît le vecteur position? Donc, prenons par exemple la chute d'une balle, dont les coordonnées sont données ici, x égale 0, y égale 5 et z égale 4,9 t carré plus 3t plus 7. Donc là, c'est vraiment des mathématiques. Donc, on fait une première dérivée pour obtenir la vitesse. En dérivant les coordonnées x, y, z, on obtient les coordonnées vx, vy, vz. Donc, vous pouvez mettre sur pause pour réfléchir un petit peu et chercher les dérivées par vous-même. Ensuite, on dérive encore une fois. Et lorsqu'on dérive le vecteur vitesse, on obtient le vecteur accélération. Et on obtient un vecteur accélération. Et on voit là qu'il est suivant z, c'est-à-dire suivant la verticale, est égal à 9,8. Et on verra dans une autre vidéo que c'est égal à l'intensité de pesanteur. Si on veut maintenant tracer les vecteurs vitesse et les vecteurs accélération à partir d'un enregistrement de la trajectoire, là, il faut utiliser les méthodes graphiques. Vous avez déjà commencé à le faire
l'an dernier et en seconde, et vous irez regarder la vidéo méthode graphique. Alors étudions quelques mouvements particuliers. Alors d'abord les mouvements rectilignes. D'abord un mouvement rectiligne pour lequel on s'aperçoit que l'intervalle de la distance entre les deux positions est identique. Donc on a la distance qui varie suivant une fonction linéaire. La vitesse, après un petit temps d'adaptation, elle est constante. Et ça, c'est ce qu'on appelle, on a un vecteur vitesse qui est égal à une constante. Et donc, si c'est le cas, on a le vecteur accélération évidemment qui sera nul, puisqu'il est de la dérivée du vecteur vitesse. Et ça, c'est ce qu'on appelle un mouvement rectiligne uniforme. Ensuite, un autre mouvement, celui-ci, il est toujours rectiligne, sauf que là, on s'aperçoit que les intervalles les distances entre les points augmentent de façon régulière. Et là, on a donc une trajectoire ici, une courbe ici qu'on s'aperçoit qui ressemblera plutôt à une parabole. Et ici, la vitesse qui varie de façon linéaire. Donc, on va écrire ça du point de vue mathématique. La vitesse, elle varie en fonction du temps, at plus une constante. Donc, ça donne bien linéaire. Si on prend sa dérivée de du vecteur vitesse, on trouve un vecteur accélération qui est égal à une constante. Et ça, c'est un mouvement uniformément accéléré. Étudions maintenant le mouvement circulaire. Donc, on peut voir, on connaît le mouvement circulaire, et si on essaye d'exprimer les coordonnées du point M là qu'on est en train de suivre en fonction du temps dans un repère X, O et J, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, on s'aperçoit que c'est extrêmement compliqué. Donc, on va utiliser le repère qui a été introduit par Freinet. C'était un repère mobile, ça s'appelle repère de Freinet. Ce repère, il est centré sur le point M qu'on étudie, avec deux vecteurs directeurs, le vecteur UT qui est tangent à la trajectoire et le vecteur UN qui est perpendiculaire à celui-ci, ce qu'on appelle le vecteur normal. C'est pour ça qu'il s'appelle N. Donc dans ce repère-là, la vitesse, comme on sait que la vitesse est toujours tangent à la trajectoire, la vitesse c'est V fois UT. Et l'accélération, ça il faudra le connaître par cœur. Ça se déduit mathématiquement. L'accélération, c'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse multipliée par le vecteur tangent, et c'est v carré sur r multiplié par un. Alors ça donne quoi? Dans ce cas-là, dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, uniforme, on s'aperçoit que l'intervalle entre les points ici est constant, donc on aura une vitesse égale constante. Si la vitesse égale constante, on s'aperçoit que dans l'accélération, la dérivée par rapport au temps de la vitesse, elle vaut 0. Donc dans notre accélération, on aura ce terme en ut qui sera nul. Et il ne nous reste plus que le terme en v carré sur r. Donc on a une accélération qui est collinéaire au vecteur un, donc on a une accélération qui est toujours dirigée vers le centre, et ce qu'on appelle une accélération centripète. Donc lorsqu'on aura une accélération centripète, on pourra dire qu'on a un mouvement circulaire, et si on a un mouvement circulaire uniforme, et s'il est uniforme, on aura une accélération centripète. Alors parlons maintenant du référentiel galiléen. Tout d'abord une définition. Un référentiel est dit galiléen si le principe d'inertie est vérifié dans ce référentiel. Donc, je vous rappelle que le principe d'inertie, c'est tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme si les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Donc, on peut considérer certains référentiels comme étant galiléens dans un certain intervalle de temps. Par exemple, si vous étudiez le mouvement de planètes, vous pouvez utiliser le référentiel héliocentrique, donc centré sur le Soleil, avec des axes dirigés vers des étoiles fixes, qui sera très adapté et qui sera considéré comme galiléen. Si vous étudiez des mouvements d'objets qui sont autour de la Terre, comme des satellites ou la Lune, vous pouvez utiliser le référentiel géocentrique, donc centré sur la Terre avec des étoiles fixes. Mais si vous étudiez un mouvement sur Terre, il vous faudra utiliser le référentiel
terrestre, et celui-ci aussi pourra être considéré comme galiléen si vous travaillez sur une période très courte et donc qui n'est pas perturbé par le mouvement de rotation de la Terre. Parlons maintenant de la seconde loi de Newton qui va faire le lien entre les causes et les effets. Donc on va voir ça. Vous avez vu déjà l'année dernière qu'il y a un lien entre la résultante des forces exercées sur un objet et la variation de vitesse par l'intermédiaire de la masse. On a vu, nous, qu'on peut transformer cette variation de vitesse par une dérivée. On a défini aussi que l'accélération, c'était la dérivée par rapport au temps de la vitesse. Et donc, on obtient la seconde loi de Newton. Somme des forces extérieures égale la masse multipliée par le vecteur accélération. Et que peut-on faire avec cette seconde loi de Newton? Eh bien, on peut, à partir de la résultante des forces, si on les connaît, déterminer le vecteur accélération. Et inversement, à partir du vecteur accélération, on pourra déterminer la résultante des forces, voire même déterminer une force ou l'autre si on connaît les autres. Que faut-il retenir? D'abord, au lycée, on se limitera à l'étude d'un point particulier comme point représentatif d'un système et en général, on utilisera le centre de gravité ou centre de masse. Pour étudier le mouvement d'un système, on choisira un référentiel d'étude associé à un repère. Et l'étude d'un mouvement d'un point, ça je vous le dis parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la cinématique du point. Alors, que savons-nous? Nous savons qu'à partir du vecteur position, on peut obtenir le vecteur vitesse en dérivant chaque coordonnée, et en dérivant encore une fois, on obtient le vecteur accélération. Ensuite, des exemples de mouvements. Donc là, vous pouvez mettre sur pause, regarder un petit peu le mouvement uniformément varié, pour savoir un petit peu les caractéristiques. Le mouvement circulaire, on le définit en général dans le repère de Freinet. La seconde loi de Newton qui dit que la somme des forces extérieures, c'est-à-dire la résultante des forces, est égale à la masse fois l'accélération du centre de gravité en général. Cette loi n'est valable que dans les référentiels galiléens, c'est-à-dire dans les référentiels dans lesquels s'applique le principe d'inertie. Principe d'inertie qui dit que la résultante des forces, si la résultante des forces égale 0, la vitesse égale constante. En l'occurrence, c'est ce que vous avez vu comme définition. Merci de votre attention et à bientôt.